Radio Classique et iTélé présentent En route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte avec Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, bienvenue, président debout la République et Bonjour. Député de l'Essonne. J'évoquais la Pentecôte, 49e jour après Pâques. Vous interprétez comment les propos de Jacques Chirac, une sorte d'expérience mystique, version corésienne, plaisanterie, dérapage ou volonté de détruire, en tout cas d'envoyer une pique à Nicolas Sarkozy. Non, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Il a dit ce qu'il pensait. Et avec de l'humour, on fait toujours mieux passer un message qu'en étant sérieux. Donc, je crois qu'il a dit ce qu'il pensait. Et donc, sur la forme, il n'y a rien à dire de plus. Sur le fond, finalement, c'est pas étonnant. Ouais. C'est pas étonnant parce que ça prouve qu'en fait, Hollande, Sarkozy, c'est les deux faces d'une même médaille et que ce n'est qu'un choix de pure forme. Ça prouve que depuis 20 ans, Enfin, pas que pour vous lui, votiez... visiblement. Ben non, mais c'est pas Non, pour lui. de personnalité, S'il choisit de François Hollande plutôt que tempérament. Nicolas Sarkozy. Mais parce qu'au fond, il n'y a pas de différence fondamentale. Les deux grands partis français défendent le même cadre de l'action qui a échoué d'ailleurs depuis 20 ans. Donc, Jacques Chirac exprime sa préférence, voilà. Mais ça prouve, sur le fond, une communauté de pensée. Finalement, il n'y a pas tant de différence entre les deux grands partis. Enfin, vous avez C'est un appartenu à choix. cette famille politique avant de fonder la vôtre. Vous savez quand même pourquoi Nicolas Sarkozy, quand il a lu les mémoires, il les a peut-être pas lues, mais parce qu'elles sont assez désagréables à son encontre. Enfin, quand il découvre les mémoires, les interviews, plus, appelons ça le lapsus, ça fait beaucoup dans le même panier. Jacques Chirac a été très silencieux pendant 4 ans. Moi, vous savez... Enfin, 2007, il avait appelé à voter Sarkozy. Et samedi, dans le Figaro, dans un entretien, il n'avait désigné personne. Il avait dit justement qu'il ne prendrait pas part à la campagne. Et bang, le dimanche, ça y est. Écoutez, il faut lui poser la question. Mais je crois qu'au fond, ça prouve bien que les deux grands mouvements politiques français sont finalement assez identiques et totalement dépassés par la situation. Totalement dépassés par la situation. Donc, ce et n'est tout qu'une l'enjeu, affaire d'homme. justement, c'est une affaire d'homme, bien sûr, c'est une affaire de style. C'est le paquet cadeau qui diffère. Mais le cadeau dedans, il est le même et il est catastrophique. Mais est-ce C'est que ça vous- le problème de la France Mais aujourd'hui. comment on va en parler de tout ça? Mais vous pensez sincèrement, parce que vous l'avez connu, Jacques Chirac, vous avez appartenu à ce mouvement autour de lui, que c'est fondamentalement ce qu'il pense. Je pense qu'il préfère Hollande à Sarkozy. Mais voilà, maintenant, jusqu'où, comment on peut faire l'exégèse de ça pendant encore une année. D'accord, mais ce qui est important dans tout ça, pardonnez-moi, c'est que comme on s'approche de la présidentielle, si les gens, j'allais dire, bas les masques, votent pour des gens qui n'appartiennent pas, par exemple, à leur famille politique, ça va devenir très compliqué. Ça va devenir du billard à trois Mais bandes. attendez, les Français n'appartiennent pas à des familles politiques. Ils n'ont jamais appartenu à des familles politiques. Je Moi, crois parle- que le je parle clivage... des candidats. Mais je veux dire, attendez, tout ça est beaucoup plus souple. Et puis en plus, je ne pense pas que les Français se déterminent en fonction de la position de Jacques Chirac, quel que soit le respect et l'affection qu'ils ont pour lui. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus faire une tempête dans un verre d'eau. Tout ça est assez... Enfin, tout le monde a le souvenir de 80. Si les Chiraciens n'avaient pas pas la voté, même chose. Enfin, si les Chiraciens n'avaient pas voté, en tout cas pour certains Mais vous d'entre eux, pensez pour un François- instant que pour c'est François pas... Mitterrand en 80, Giscard aurait Mais peut-être les Français sont fait un libres. deuxième mandat. Mais les Français sont libres. Ils obéissent pas à des consignes des uns ou des autres. J'ai toujours Enfin, pensé ils que ont ces joué leur consignes... rôle historiquement, tout le Mais- monde le reconnaît. Il y a eu sans doute quelques voix ici ou là, mais vous savez, un peuple est libre au fond de lui-même. Alors, on va revenir sur cette idée que vous assimilez entre justement le parti au pouvoir et le parti socialiste. Mais vous, par exemple, imaginez qu'il y a un deuxième tour, vous appelez à voter pour qui? Mais vous verrez le moment venu. Non, mais je vous pose la question. Laissez-moi d'abord concourir au premier tour, D'accord. Guillaume Durand. Et justement, si je mène ce combat politique, c'est parce que je sais qu'il faut sortir de cette fausse alternance qui pourrit la France depuis 20 ans. Il faut en sortir pour qu'on puisse apporter des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Mais si vous êtes- C'est la question clé. Parce que ces deux partis ne veulent pas remettre en cause un cadre qu'ils ont construit et qui les empêche d'avoir des résultats. Donc, la vraie question Mais on va en parler politique de ce aujourd'hui, cadre. c'est de sortir de ce cadre. Mais on va en parler de Sinon, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, c'est la même chose. D'accord, mais on va en parler de ce cadre. Mais justement, parce que c'est intéressant sur le plan idéologique. Oui. Si vous vous appesantissez justement sur le caractère idéologique et sur le problème de fond, c'est-à-dire par exemple le protectionnisme aux frontières de l'Europe et la sortie de l'euro. Donc Nicolas Dupont-Aignan a beau venir de la famille gaulliste, il votera pour qui? Il votera pour Marine Le Pen, il votera pour...
pour Mélenchon. Laissez-moi déjà être présent au premier tour, convaincre les Français qu'il peut y avoir d'autres solutions. On assiste à un tremblement de terre politique, ou du moins aux prémices d'un tremblement de terre politique. Vous irez, vous en êtes certain? Ah mais certain, bien évidemment, certain. Vous avez trouvé l'argent, vous aurez les signatures. J'aurai les signatures et je ferai une campagne modeste, avec beaucoup moins d'argent que les autres, mais avec des idées. Ça changera. Et je crois vraiment que le monde craque aujourd'hui, on le voit bien. Que l'Europe qu'on a imposée, qui n'est pas la bonne Europe, on peut en construire une autre, est en train de s'effondrer devant nous. Il faut donc trouver les moyens d'offrir à nos concitoyens, pas seulement aux Français d'ailleurs, un autre avenir. Et vous pensez que je vais renoncer comme ça, alors même que tout ce que j'ai annoncé depuis des années est en train de se produire et que je pense avoir quelques solutions à proposer. Les Français doivent avoir le choix, c'est tout. C'est ça l'essentiel. D'abord le premier tour, ensuite le second. Ces solutions, justement, sont contenues dans un livre qui s'appelle « L'arnaque du siècle », consacré donc à l'euro, aux banquiers et à la mondialisation. Le voici. Est-ce que c'est à cause, justement, de ces prises de position que vous partez en Grèce mercredi? Oui, oui. Parce que ce qui se passe en Grèce est tout à fait symbolique de la destruction de l'Europe et de ses valeurs par une Union européenne qui dénature l'Europe, qui dénature le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est en train de précipiter un pays dans la ruine, qui, entre parenthèses, ne pourra d'ailleurs pas rembourser les contribuables français qui ont été taxés par Mme Lagarde et le gouvernement avec le soutien du Parti socialiste il y a un an. Donc, ce qui se passe en Grèce est essentiel pour l'avenir. Est-ce qu'on laisse un peuple mourir ? Est-ce qu'on l'assassine? Est-ce qu'on le plonge dans une récession sans fin qui ressemble aux récessions de l'entre-deux-guerres? Ou est-ce qu'au contraire, on lui offre une autre voie pour s'en sortir? Et voilà pourquoi je vais en Grèce, pour dire aux Grecs, il y a une autre voie. Si vous sortez de l'euro, si vous restructurez votre dette, si vous relancez votre croissance économique, si vous reprenez votre liberté, vous pourrez vous en sortir. Si vous obéissez à ces gnomes du FMI, de l'Union européenne, etc., vous aurez de très graves problèmes. Et ce faisant, nous aussi. Et vous savez que la Grèce, comme Rome, d'ailleurs, c'est le fondement de la culture européenne. Oui. Ça ne les empêche pas d'être les plus grands fraudeurs récents, en tout cas de l'histoire récente de l'Europe. Est-ce que vous croyez qu'on s'en sort en étant occupé? Mais est-ce qu'ils sont victimes du FMI ou est-ce qu'ils sont victimes de leur pratique à l'égard de la fiscalité? Ils sont victimes d'une oligarchie dans leur pays qui les a spoliés et qui les conduit à la ruine. C'est pour ça qu'ils fraudent. Mais je ne vais pas vous dire que les Grecs sont parfaits. Il y a eu 25 rapports. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est un des pays où il y a le plus de Porsche Cayenne d'Europe. Oui, qu'ils ont acheté en Allemagne, et l'Allemagne était bien contente de les vendre. Très loin et les banques étaient bien contentes de leur prêter l'argent. Et aujourd'hui, il faut que les Français sachent quand même qu'au moment où on supprime des enseignants dans nos écoles, des infirmières dans nos hôpitaux, des policiers dans nos commissariats, pour économiser 500 millions d'euros, le gouvernement français, avec le soutien du Parti socialiste, a prêté 17 milliards d'euros, non pas à la Grèce, mais à la Grèce pour rembourser les banques. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je trouve pas ça normal. La vraie question, c'est pas de savoir si les Grecs sont comme ça ou comme ça. La vraie question est de savoir